Bonjour. Attendez, c'est peut-être mon tour. Je vais demander le micro. Merci. Bonjour, Hervé Breuil. Donc, je suis le fondateur du Lavoir moderne parisien dans le 18e arrondissement et je viens soutenir donc ce lieu l'Avant-Rue. Et vous annoncer que je sors du tribunal de commerce. Donc, nous sommes en liquidation et sommés de débarrasser le plancher avant le 9 août. Donc, le Lavoir moderne parisien se bat depuis des années puisque ce lieu a été créé en 1985. A proposé 3 spectacles par jour, 5000 créations, 1360 représentations, une hyper visibilité qui justement est aussi l'une des causes de notre fermeture, puisque en l'occurrence notre problème, nous, de culture, c'est plus un problème il y a peut-être trop de politique dans la culture justement, c'est ça le problème. Nous sommes des artisans, nous travaillons et nous avons bien conscience de la manipulation qui se passe autour de nous. Le Lavoir moderne parisien, effectivement, a eu trop de visibilité à un moment donné. Le maire du 18e a pris peur parce qu'on devient une force politique. Vous savez, pour se faire réélire, ça se fait des fois à 3000 voix près. C'est à peu près ce que l'on a comme spectateurs par semaine. Quand on fait un festival comme j'ai fait rue Léon, où on a rassemblé 25 000 personnes, en 2006, on devient extrêmement dangereux politiquement. Donc, le maire du 18e, monsieur Daniel Vaillant, député maire d'ailleurs, depuis 88, a commandité un audit à la ville de Paris qui était une forme de manipulation pour nous détruire. Et après ce combat qui a duré quand même presque 6 ans, je suis obligé de quitter ce lieu. Il va sans doute rester un lieu occupé. Nous allons organiser ça, la suite, parce que je trouve pas ça normal de se faire virer pour 30 000 € de loyer de retard. Alors que la région, par exemple, n'a pas encore versé sa subvention de 2011. Je suis venu amener un petit courrier à Corinne pour ça. Merci, si elle pouvait faire le nécessaire. La DRAC s'est retirée en 2008, nous a fait un plan bizarre, c'est-à-dire à transformer une subvention de fonctionnement qui permet de payer le loyer en un budget résidence auquel il faut encore rajouter 70% de financement, on ne sait pas où les trouver. Et la mairie de Paris, n'a jamais voulu augmenter sa subvention de fonctionnement de 38 000 € depuis 2000 en fait. Alors qu'entre-temps, les loyers évidemment ont doublé en 10 ans. Donc, comment est-ce que l'on fait aujourd'hui à Paris, alors que je ne suis pas d'accord sur le concept de crise et de financement, il y a beaucoup d'argent. La ville de Paris, c'est quand même 175 millions d'euros dépensés chaque année. Effectivement, on a découvert dans le monde qu'il y avait un collectif de 100 millions d'euros qui était là pour que monsieur Christophe Girard reste à sa place, ce qui est effectivement encore une manipulation. Quand on a les moyens, on peut tout se permettre, et notamment d'écraser la concurrence et l'hypervisibilité. Merci Corinne, je te remets ma lettre. Et comme toujours, je vais m'en occuper, Hervé. J'ai juste une réflexion par rapport à ce que tu viens de dire. Comment dire ? Je pense que ton lieu, malheureusement, est mort aussi de la. Enfin, il est pas encore mort, mais enfin bon, c'est pas. Moi, je suis très déprimée par ce truc. Oui. Alors tu prêches une convaincue, juste vous annonce un truc parce que au cours de ces différents débats qu'on a eus sur le réseau actif, on s'est souvent rendu compte qu'il y avait un souci qui était
y compris au niveau de la région Île-de-France, une sorte de grosse marche entre la volonté politique des élus, les dispositifs qu'on mettait en place, les financements qui étaient attribués aux structures, et puis la réalité de l'obtention réelle sur le compte en banque des financements qu'on a dit qu'on allait vous donner, etc., etc. C'est un sujet qu'on a abordé à plusieurs reprises. Et donc, Attends, mais tu me laisses finir ? D'accord, merci. Et donc, comme nous-mêmes, élus, sommes assez démunis pour comprendre la manière et pour lutter sur la manière dont vous êtes traités par la direction des finances de la région Île-de-France, nous avons, avec Jérôme Pellizzeri et Philippe Cameau, la semaine dernière, écrit au directeur de cabinet du président de la région, lui demandant d'organiser au plus vite une audition de la direction financière de la région Île-de-France, ceci afin qu'elle nous explicite de la manière la plus claire possible les raisons pour lesquelles ils avaient mis en place la règle de la caducité, qui est une règle délétère que vous subissez actuellement, qui vous fait que si vous déposez vos comptes plus d'un an après, vous ne recevez pas le financement qu'on a dit qu'on allait vous donner, la règle de la caducité et la règle de la double peine, qui est que si vous n'avez pas obtenu un autre financement que vous aviez prévu d'avoir, on vous redonne un financement baissé en pourcentage et pas en montant de ce qu'on a dit qu'on allait vous donner. Enfin, je pense que vous connaissez tous très bien les choses. Ça peut vous paraître une sorte de chose assez banale de faire ce courrier pour demander des explications à la direction des finances. Je peux vous dire que, c'est la première fois que ça se fait et que c'est panique à bord dans le landerneau de la direction des finances, parce que jamais ils n'ont été sommés par la commission culture de venir s'expliquer devant les élus sur les raisons qui font que les politiques qu'on met en place ne sont pas appliquées ou en tous les cas sont appliquées de la plus mauvaise des façons. Et la deuxième chose, c'est que ce courrier a eu pour conséquence que hier après-midi, j'ai eu Jean-Paul Huchon himself qui m'a appelé pour me dire écoute, on va essayer de faire une modification du règlement budgétaire et financier à la rentrée sur les questions des soutiens aux associations, qu'elles soient culturelles ou autres d'ailleurs, parce qu'il y a un vrai souci et que là on est débordé de demandes de votre part qui sont légitimes sur la manière pas bien qu'on a de gérer ce versement des financements depuis 1 an et demi, 2 ans, voire un petit peu plus. Voilà. Donc c'était un point technique, comme on dit. Oui, rapide. Vas-y maintenant, t'es parti. Tu te passes très bien un micro, oui, vas-y. Oui, je voulais apporter un petit complément à ce que vient de dire Hervé. Hervé a oublié de dire, ou alors il l'a pas dit par pudeur, c'est que le lavoir, suite aux péripéties, tribunal de commerce et autres, et donc était en vente. Il était en vente 1,2 million, ce qui correspond à peu près au tiers du prix du marché. Un vœu en Conseil de Paris a été proposé pour la préemption. Ce vœu a été bidouillé, noyé dans le poisson d'un vœu de l'exécutif, comme on dit, etc. Et la mairie de Paris a refusé, en fin de compte, de préempter le lieu. Et la préemption, le refus de préemption a signé l'arrêt de mort du lavoir sous sa forme actuelle. Mais je persiste à dire que le lavoir n'est pas mort. Hervé nous a dit d'ailleurs que l'équipe entend bien occuper et je pense qu'il faudra qu'on les soutienne. Puis puisqu'on en est à habiller pour l'hiver la mairie de Paris, continuons. L'article du Monde d'hier, d'ailleurs c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je crois. À un moment donné, il faut arrêter. Bon, il y a un des signataires que je ne nommerai pas, à qui j'ai envoyé un SMS tout à l'heure en lui demandant qu'est-ce qui lui avait pris de signer ça. Il m'a répondu ironiquement un gros chèque. Je lui ai répondu, j'espère très gros. À mon avis, même pas. Je pense que effectivement, c'est un montage parfaitement cynique venant de qui, vous savez. Alors, c'est du billard à 3 bandes. C'est pas le lieu. À ce niveau de tirage de pompe, ça devient sexuel, comme dirait l'autre. À ce niveau de tirage de pompe, ça devient sexuel. Oh, j'irai pas jusque là. Si seulement c'était vrai. Oui. Bon.
D'accord. Non, moi je veux bien balancer, hein. Mais attendez, restons sérieux une minute. Il y a le théâtre Paris-Villette qui est en train de mourir. Il y a le théâtre du Lierre qui est déjà mort. Il y a le théâtre Mouffetard. Pierre Santini prend sa retraite. Ils n'ont rien trouvé de mieux pour économiser les 800 000 euros de subvention que de le donner au théâtre de la Marionnette à Paris. Tant mieux pour le théâtre de la Marionnette qui attend depuis 20 ans une salle qui n'en avait pas. Patrick Gufflet, pour le calmer un peu, on lui a proposé dans un premier temps la Maison des Métallos, il l'a évidemment refusé. Dans un deuxième temps, on lui a proposé la Maison de la Poésie, et il l'a évidemment refusé, mais de toute façon, elle n'est pas vacante, la Maison de la Poésie, que je sache, même si, qui vous savez, veut se débarrasser de son actuel directeur, etc., etc. Alors je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on dise les choses un peu plus clairement. Voilà. Alors, juste un petit mot à Corinne à propos de la Philharmonie. La Philharmonie, c'est effectivement un investissement très très coûteux de l'ordre de 150 millions d'euros. Je n'ai pas le chiffre exact. À parité, mairie de Paris, État. Mais le scandale, c'est pas 150 millions d'euros. 150 millions d'euros, après tout, pour finir la Cité de la musique, grand équipement de l'État avec le conservatoire, etc. Moi, ça me scandalise pas du tout qu'une capitale comme Paris ait un grand équipement type philharmonique. Le scandale, c'est qu'on fasse payer la moitié à la mairie de Paris. Sans parler du fonctionnement ultérieur. Voilà. Non, mais on peut dire. Mais non, c'était programmé par le programme de la Cité de la musique, et ça n'a jamais été fait pour des raisons d'économie, et l'État a trouvé le biais pour s'en débarrasser à 50% sur la mairie de Paris. Voilà. On ne va pas entamer un débat là-dessus, c'est pas le lieu, c'est pas le sujet. Si. Ah non, il marche pas. Donne-le, Jean-Jacques. Voilà, donc je suis Véronique Vidocq, je dirige le Hublot et je voulais juste donner des nouvelles de ce lieu puisque on a été, voilà, l'avant-rue, même histoire, déconventionné. Bon, on va pas revenir là-dessus. On a mené donc une lutte assez importante depuis le 1er décembre avec beaucoup de partenaires civils autour de nous. La région, bon voilà, tout ça. On a obtenu des rendez-vous, donc 2 rendez-vous avec Muriel Janton au préalable. Donc je veux juste dire 2 mots parce que c'est quand même intéressant de les dire sur les lieux intermédiaires. Donc la réflexion de Muriel Janton, ça a été nous avons ces lieux comme une épine dans le pied, donc nous ne validerons pas de nouveaux lieux. Donc, voilà, c'est une chose qui est claire, au moins elle est dite. Et donc ensuite, donc non-lieu, non-recevoir. Donc on a été effectivement un peu plus haut. Donc on a réussi. Donc Jérôme a raison en disant le Sénat parce que on a pris exemple sur Stein puisque Stein avait obtenu gain de cause avec Marie-Georges Buffet qui était intervenue au Sénat. Donc nous on a réussi à faire intervenir Marie-Christine Blandin, qui est la présidente de la commission culture au Sénat, qui a réussi à nous obtenir un rendez-vous avec Frédéric Mitterrand dans ses cartons. Donc c'était un rendez-vous assez étrange, où il a dit, donc ça aussi, voilà, il faut le dire tout de même parce que comme ça c'est dit. Il a dit, nous on a choisi de privilégier les grands. Voilà. Donc alors les petits là-dedans, ben voilà. Voilà, mais au moins il le dit, parce que Muriel Janton, elle dit c'est des histoires, bon c'est très peu clair. Donc au moins ça a le mérite d'être clair. Donc après du forcing, de la discussion, etc., il a donc adopté le principe d'un moratoire, donc en disant on gèle ça donc pendant 1 an et on passe le dossier à nos successeurs. Donc on était assez contents quand même de ce résultat-là, sauf qu'il y a 5 jours, on a reçu une lettre de la DRAC qui ne fait pas mention de ce rendez-vous avec Frédéric Mitterrand et qui donc nous annonce la poursuite du déconventionnement. Donc du coup, on est super contents et donc on a réécrit une lettre pour demander nouveau rendez-vous avec la ministre de la Culture Aurélie Filippetti. Voilà, tout ça pour dire que Stein aussi fait le 1er juin là au soir de nouveau une réunion parce que eux ils ont eu ils ont retrouvé leur conventionnement, mais ils continuent, je veux dire, à se réunir. Ils ont fait un comité de vigilance pour dire à ça, on continue et on demande aussi la reconnaissance effectivement de ces lieux avec compagnie,
ce qui ne représente au jour d'aujourd'hui, ce qui ne rentre dans aucun cadre. Tout ça pour dire que la lutte n'est pas du tout terminée et qu'il faut effectivement, en lien avec ce qui était dit tout à l'heure, je pense, nous, qu'on continue à très nettement se positionner, à dire ce que nous avons envie de ne pas devenir, c'est-à-dire, par exemple, d'être mis comme ça en examen et acculé à la fermeture. Voilà, c'était tout. Oui, j'enchaîne, puisque j'ai le micro. Je suis Michel Cochet, donc je représente un collectif qui s'appelle À Mots Découverts, qui lui intervient dans le champ de l'écriture. Donc en fait, on peut se définir effectivement comme fabrique, mais du point de vue immatériel, en tout cas, on est ayant défriché une pratique inédite en France, qui est l'accompagnement des auteurs dans le temps de l'écriture pour leur donner les outils pour produire du texte. Voilà, bon. Je fais pas plus l'article. Simplement, je voulais revenir dans le débat par rapport au lien entre le politique en France et les acteurs de la société civile. Parce que c'est un dialogue qui me paraît, par mon expérience, complètement bloqué. C'est-à-dire que je me souviens vous avoir entendu à une tribune vous exprimer sur cette question. C'est que rien peut-être ne pourra bouger tant que les politiques en France qui... on a beaucoup essayé de diagnostiquer. On peut parler quand même de syndrome versaillais, qui est typiquement français, qui fait que tant que les choses ne sont pas désignées par un doigt qui vient d'en haut, elles n'existent jamais, comme Vandermalière qui dit il faut faire ça. Voilà, moi ça me violente toujours un petit peu. Bon, c'est le crédit qu'on peut accorder aux artistes, aux acteurs du terrain, qui sont quand même des professionnels, de penser aussi la culture, et c'est pas une honte pour les ingénieurs culturels qui siègent dans les bureaux ministériels, de ne pas avoir la science absolue de comment la culture peut se penser, l'art, la pratique artistique, etc. Donc, ce qui est en jeu dans la sollicitation, pour moi, de la part des acteurs de la société civile sous forme de lieux, fabriques, quels qu'ils soient, c'est aussi d'adresser aux politiques le message suivant, c'est que écoutez-nous parce que peut-être on peut penser les choses mieux que vous, c'est-à-dire il y a une compétence qui se trouve là et qui vous permettront peut-être, vous, si vous nous écoutez, d'être encore meilleurs. Voilà. Donc, plus concrètement, puisque on peut comprendre l'effroi de la même façon que depuis quelques années, il y a trop d'intermittents, il y a trop de compagnies, il y a trop. On fait sans doute partie d'une génération dans l'histoire de la France où nos parents ont pondu une société d'artistes, on veut tous y aller, on veut tous créer, etc. Bon, ça effraie beaucoup les gens actuellement. Simplement, qu'est-ce qu'on peut leur dire? C'est que est-ce qu'il y aurait possibilité de faire comprendre donc aux décideurs qu'il y a des compétences qui sont pour l'instant dans leurs mains, qui peuvent être déléguées, des missions d'intérêt public à... Je n'ai plus de son. Voilà. C'est-à-dire que qu'est-ce qui justifie en fait l'existence des lieux? Quand j'entendais par rapport à votre cas, l'Avant-Rue, vous avez très clairement dit que du travail demandait aussi la possibilité plein de compagnies d'avoir à disposition dans un terrain où rien n'existe. Donc là, je peux vous parler de ça parce que nous, dans la pratique où on est, c'est exactement ça. Il n'y avait rien. De défendre une mission d'intérêt public qui peut être sous-traitée par des acteurs de la société. Enfin voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et j'ai en tout cas constaté cette chose très bizarre, c'est que bon, il n'existait pas qu'un dispositif des auteurs en France dans l'esprit de l'accompagnement à l'écriture, alors qu'en Allemagne, partout où on s'enorgueillit d'une nouvelle dramaturgie absolument florissante, ces dispositifs existent, alors qu'en France, on se lamente depuis des années qu'il n'y a pas d'auteurs. Évidemment, ils n'ont pas d'outils pour travailler. Bon, donc, qu'est-ce que font les artistes dans ces cas-là? Ils ont quand même un ressort en eux qui leur fait aller là où il y a du vide, c'est-à-dire du vide à remplir, de la pratique à inventer. Tous les outils dont ils ont besoin, si les pouvoirs publics ne les leur fournissent pas, ils les inventent, ils les bricolent, ils les financent eux-mêmes.
Donc il y a toujours derrière ces initiatives-là une mission, on s'auto-missionne, c'est ça qu'ils veulent pas comprendre. Ils croient qu'on est simplement des petits opérateurs privés dans nos parcelles et on veut qu'on vienne arroser nos fleurs, pourquoi pas celles du voisin, c'est-à-dire qu'on est mis en concurrence, tout, nous pourquoi vous et pas l'autre, etc., etc. Non, il y a un vrai capital de savoir-faire, de compétences qui se met à l'œuvre dans ces lieux-là et qui pourrait peut-être prétendre à être investi de missions publiques. C'est-à-dire que comment formuler ces missions-là, comment ça peut déclencher des lignes budgétaires, comment ça peut déclencher, permettre de construire des types de conventionnement, j'en sais rien, tout ça est inventé. Mais je pense que quelque chose est en jeu à cet endroit-là, de reconnecter le dialogue de manière utile, fertile, et de faire comprendre qu'on peut penser ensemble pour le bien de tous, entre justement ces acteurs dits de la société civile et nos pouvoirs politiques puisque le mot a été prononcé. Mais moi, ça me parle beaucoup ce que vous dites. Enfin, de toute façon, je suis convaincue qu'il faut pouvoir, c'est l'objet, entre autres, de l'idée du soutien aux fabriques de culture. Je suis convaincue qu'il faut reconnaître aux artistes et aux citoyens la capacité, la force de créer eux-mêmes ce qui manque et ce qui manque à leur vie, ce qui manque à leur travail, etc. Et c'est vrai que moi, je suis un petit peu quand même attentive à ce que on ne soit pas dans un truc pour soutenir le privé qui soit je te délègue une mission de service public. Parce que je pense que les délégations de service public sont une vraie perversion du système. Enfin, c'était une fausse bonne idée, en tous les cas, en ce qui concerne le monde de l'art et de la culture. Parce qu'on se retrouve quand même maintenant dans des situations où on est dans une mise en concurrence des associations et des structures. Parce qu'une délégation de service public, ça se délègue pour un temps donné, et puis ça se reprend. Et il y a des appels d'offres qui se mettent en place. Il y en a beaucoup à Paris. Et notamment, on voit Trace qui avait obtenu une délégation de service public prenant la place tel un coucou des artistes qui étaient là auparavant. Et puis maintenant, Trace devient l'arroseur arrosé puisque 3 ans plus tard, c'est le point éphémère qui gagne la délégation de service public et hop, qui reprend la place de Trace, etc., etc. Pourtant, les 3 structures qui se sont succédées, chacune était d'utilité publique et d'utilité sociale. Donc la question, pour moi, elle est justement d'essayer d'éviter de mettre en place un label ou des appels d'offres en disant pour cette période donnée tu vas être de service public, mais peut-être que dans 3 ans on va considérer que tu vas plus l'être ou qu'il y aura d'autres qui le seront plus de service public, etc. Et c'est là qu'on arrive à reconnaître. Au moment où il faut qu'on soit en capacité de reconnaître, un tiers secteur, quelque chose qui est hybride, qu'on essaye de sortir de cette dualité entre le public et le privé, qui est quelque chose qui nous bouffe en France. Cette espèce de truc où on est, soit t'es public, donc t'es subventionné, soit t'es privé, donc tu te démerdes avec ta billetterie, ton machin, etc. Pourquoi les fabriques de culture, en tous les cas telles que je les envisage et telles que maintenant on a réussi à faire qu'à la région Île-de-France, il me semble qu'il y a un consensus entre les 3 groupes politiques de gauche qui travaillent là-dessus, c'est de dire, plutôt que de travailler sur un appel d'offres où encore du haut, on décide de ce qui est de service public ou pas, on définit une sorte de grille d'items qui pour nous représente l'utilité publique et l'utilité sociale pour permettre ensuite à des lieux d'initiative privée de bénéficier d'un soutien dans leur fonctionnement et dans leur travail au quotidien
sur leur lieu. C'est essayer d'inverser encore une fois la manière de penser, parce que sinon on est toujours dans le truc où c'est les élus qui décident ou les services, parce que souvent c'est la plupart du temps on va se dire les choses. Nous on n'a pas le temps de regarder chaque dossier, chaque truc véritablement en détail. Et puis les services ils sont compétents et formés pour analyser des dossiers. Mais à un moment donné la question qui se pose c'est comment on sort de ce top down pour passer, enfin c'est excusez-moi d'utiliser des termes marketing, pour passer sur quelque chose où on regarde là toutes ces émergences et toutes ces initiatives et qu'on reconnaît leur utilité publique parce qu'on a préalablement défini un certain nombre d'items qui définissaient cette utilité publique, tout en disant vous êtes dans l'invention d'un système économique s'inscrivant la plupart du temps d'ailleurs dans de l'économie sociale et solidaire, faut le dire, qui n'est pas totalement, qui n'est pas lié à la puissance publique. C'est dommage que Michel Dufour soit parti parce que je voulais l'interpeller sur un petit danger que je vois parmi les quelques lieux qui sont nés de sa politique, qu'il avait mis en place sur les nouveaux territoires de l'art, qui la plupart maintenant sont des lieux municipaux et qui d'une certaine manière, sont en train de s'institutionnaliser, même s'ils continuent à faire de l'excellent travail. La question n'est pas là, c'est pas une critique, mais il faut quand même avoir conscience que dès que la puissance publique reprend la main, rachète le lieu, rentre dans le conseil d'administration, etc., on perd d'une certaine manière, à mon sens, la capacité à l'invention et à la liberté. J'ai eu cette discussion, et je vais préciser, j'ai eu cette discussion avec la personne qui dirige la Folie Vazem, qui est un lieu en régie municipale à Lille, qui est un mec qui est venu de Nantes, d'ailleurs, c'est assez marrant, en se disant, allez, je vais y aller, c'est un lieu public, moi c'était pas mon univers, j'étais plutôt issu de l'initiative privée à l'origine, mais je vais relever le gant et je vais y aller parce que la proposition qui est de ce lieu est intéressante dans ce territoire-là, etc. 4 ans plus tard, il me dit que le poids de l'administration et de la municipalisation est trop lourde pour les objectifs qui sont fixés à cette structure et qu'il se retrouve en difficulté pour réussir à remplir les missions qui ont été définies à l'origine et qui étaient des missions de fabrique de culture. Pas parce que la ville de Lille dit on veut pas que vous fassiez ci ou on veut pas que vous fassiez ça, mais parce que le système de municipalisation de ce type de lieu entrave une forme de liberté, une forme de dynamisme que vous n'avez pas dans les lieux d'initiative privée. Et donc je trouvais que c'était intéressant sa réflexion là-dessus. Pourtant j'ai son nom qui m'échappe, mais je reviendrai. Je vais me faire engueuler. À chaque fois que tu parles, je me fais engueuler.
c'est normal. C'est-à-dire qu'on a un vrai problème de création d'équipe. Pourquoi? Parce que là, quelque chose qui bouge, évidemment. Et à chaque émergence d'une nouvelle de nouveaux besoins, mais de nouvelles réponses, eh bien, on est des pionniers, on creuse notre maison. C'est normal. Sauf qu'il y en a d'autres déjà. Le problème qu'on a actuellement, c'est une véritable gentrification de la culture. C'est-à-dire des gens qui sont installés, ce qui se passe dans la ville de Paris, fait qu'on dépense de plus en plus de pognon pour un nombre minimal de gens. Et donc, nous, c'est normal, on est tout le temps là-dedans. Donc, le vrai problème quand même qu'on va avoir derrière ça, c'est celui de l'appropriation des espaces publics par des personnalités qui considèrent que les lieux dans lesquels ils sont dorénavant leur propriété. On a vu pour les articles qui sont là,